Alors bonjour Myriam, tu es enseignante-chercheuse à l'Université de Lille et tu travailles sur une très vieille question. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un petit peu? Alors, c'est la question des empilements de sphères. En fait, je suis probabiliste, je travaille sur des probabilités, mais ça m'a mené à des questions d'empilement de sphères, parce que ce sont des questions qui sont ouvertes depuis très longtemps, sur lesquelles on a du mal à avancer. Les empilements de sphères, c'est probablement l'un des domaines des maths où on se retrouve le plus vite dans des choses qu'on ne sait pas résoudre. Si tu imagines que tu as un champ de longueur et largeur connus, si dans ce champ, on veut faire pousser des pommiers, on te donne le diamètre de chaque pommier, mettons, je sais pas, 6 mètres, on te donne la longueur et la largeur du champ, combien on peut mettre de pommiers? Actuellement, à ma connaissance, personne ne sait écrire la formule qui dit, en fonction de la largeur et de la longueur et du diamètre des disques, combien je peux mettre de disques dans un rectangle. C'est pas particulier au rectangle et c'est même pas particulier à la dimension 2. On a un vieux problème célèbre qui s'appelle le problème de la boîte de petits pois, qui est combien on peut mettre de sphères dures, donc de sphères qui ne s'intersectent pas, et de dimension 3 dans un cylindre. Ça, j'ai ça sur mon bureau. Une fois que je me mettrai à croire qu'on sait des choses en maths, en fait, on est très très peu avancé en maths. Et là, on a un cylindre de diamètre 2 cm à peu près. Il est rempli jusqu'à la hauteur 9 cm. Les sphères sont de diamètre 2 mm et demi. Combien on en met? D'accord. Voilà. Et ce sont des problèmes qui ont énormément d'applications en plus, dans les deux sens, c'est-à-dire combien dans un volume donné je peux mettre de sphères, mais aussi si je peux mettre tel nombre de sphères, comment je calcule le volume? Parce que, par exemple, les volumes des sacs à dos, les volumes des coffres de voiture sont souvent calculés en remplissant non pas avec de l'eau, parce que ça ne marche pas, mais avec l'équivalent des balles de ping-pong. C'est des billes en polystyrène. On connaît le diamètre des billes en polystyrène. Comment on calcule le volume résultant? Ben, c'est fait approximativement, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien calculer à partir de ça. Alors, il y a quand même des choses qu'on sait dans les empilements de sphères. Et notamment dans tous les cas que je viens d'évoquer, ce qui est difficile, c'est qu'il y a un effet de bord. C'est le bord qui complique. Donc, si on ne met pas de bord et qu'on dit comment mettre des sphères les plus serrées possibles en dimension 2 ou en dimension 3. En dimension 2, on sait depuis Gauss, et c'est le réseau triangulaire. En dimension 3, on sait aussi. On sait qu'il y a une infinité de positions. Ça consiste à mettre une couche de sphères en position réseau triangulaire, donc optimiser dimension 2. On pose une deuxième couche dessus, mais on a deux choix pour le faire. Ouais. Puis, dessus, on a deux choix pour poser la couche suivante, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'au niveau de R3, il y a une infinité de positions optimales pour le remplir avec des sphères les plus serrées possibles. Et ça, on le sait depuis le début des années 2000, c'est Hales. Ça veut dire qu'on a mis plus de 150 ans pour gagner une dimension, et encore sans les effets de bord. En dimension très grande, ça devient plus facile. Alors là, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a eu des progrès très récents sur le nombre de sphères en dimension 8 et en dimension 24 qui peuvent toucher une autre sphère. Mais je ne crois pas qu'on connaisse l'empilement maximal. Bien sûr, dans l'empilement maximal, on peut supposer que chaque sphère est touchée par un plus grand nombre de sphères possible. Ça s'appelle le Kissing number, ce nombre. C'est 6 en dimension 2, c'est 12 en dimension 3, et après, je ne sais pas, mais il faudrait regarder dans les travaux de Marina Wiazowska combien c'est en dimension 8. C'est une jeune scientifique qui, pendant son postdoc à Berlin, il y a 2 ans, je crois, a tout d'un coup trouvé une fonction algébrique, mais moi je ne suis pas algébriste, je ne peux pas te donner les détails, dont on savait que si on l'avait, ça résoudrait le problème du Kissing number en dimension 8, parce que 8 est une puissance de 2, donc ça simplifie un petit peu les choses, et du coup, on savait que si la dimension 8 tombait, la dimension 24 tomberait très rapidement, ce qui est arrivé parce qu'il y a eu une semaine de délai entre les deux papiers. Et donc oui, il y a eu un progrès qui a fait du bruit dans la communauté, mais ça reste, l'immense majorité des questions d'empilement de sphères restent ouvertes. Et notamment,
les questions d'empilement de sphères avec un nombre fini de sphères, même sans effet de bord. Et donc se pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'avoir des sphères les plus serrées possibles si elles sont 3, 10 ou 30, mais pas confinées dans une zone donnée. Ces empilements-là, moi je m'y intéresse avec l'idée le plus serré possible, c'est quand l'énergie est minimale. L'énergie, c'est la somme des carrés des distances entre couples de sphères. C'est-à-dire, on les sphères 2 par 2 dans la configuration. On additionne les carrés des distances, on essaie de minimiser ça. Et on ne sait pas faire, sauf dans quelques cas très particuliers. Si j'ai 3 sphères et que je veux minimiser leur énergie, donc le carré des distances, on s'en doute, c'est le triangle équilatéral qui va donner la meilleure position, celle d'énergie minimale. Si elles sont 5, c'est aussi assez facile de deviner, ça va être cette configuration-là, le W. Si c'est 6, cette config. Et si c'est 7, la marguerite, c'est-à-dire cette position-là. Et ça, c'est prouvé depuis d'ailleurs 25 ou 30 ans que ça minimise l'énergie pour cette sphère. Pour 8, on ne sait pas. Est-ce que c'est cette position-là? Je serais prête à parier, mais je ne peux pas prouver. Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les positions d'énergie minimale sur le réseau triangulaire, donc celles où on n'autorise que des positions comme ça qui forment des triangles équilatéraux, ces positions sont minimales si elles sont à peu près circulaires. Mais oui, c'est-à-dire que si on fait un trou, ça réduit les distances, mais ça crée des petits interstices. Oui, alors est-ce que ça c'est minimal par rapport à ce que j'avais mis tout à l'heure? Ça, on ne sait pas le prouver. J'ai sauté, tu as dû remarquer, la question des 4 sphères, parce que ça c'est minimal pour 4, ça c'est minimal pour 4, mais toutes les positions intermédiaires sont minimales aussi. Et elles ne sont pas portées par le réseau triangulaire. L'un des problèmes avec les empilements de sphères, c'est que même si on sait pour 10, 12 et 15 sphères, ça ne nous dira pas pour 16 ou pour 18. Des pathologies peuvent se produire à n'importe quel moment. On le sait à cause du n égale 4. Et donc, toi, tu travailles sur des problèmes encore différents, qui sont même beaucoup plus difficiles, puisqu'il y a de l'aléatoire aussi. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils sont plus difficiles. Les problèmes géométriques qui sont là derrière sont si compliqués que nous, probabilistes, nous avons l'impression de travailler sur des problèmes plus faciles en travaillant sur des équations différentielles stochastiques avec réflexion, qui évidemment ne sont pas simples, mais dont nous espérons qu'elles nous aident à débroussailler ces problèmes d'empilement de sphères. Et en fait, oui, elles nous aident. L'idée, c'est de prendre des particules. Alors moi, je viens aussi un petit peu de la physique statistique, donc ces particules, je les vois comme représentant des atomes dans l'espace ou des choses comme ça. Et ces particules, on va leur mettre une interaction qui est attractive. Donc elles s'attirent les unes les autres. Quand elles s'attirent, elles ont naturellement tendance à s'empiler. Et si on les voit comme des particules sphériques, elles vont aller spontanément vers une position d'énergie minimale. Alors, notre équation différentielle, en fait, elle va raconter comment se déplacent des particules. Donc, je vais prendre ici une particule, ce sont des sphères dures. Donc, voilà, sa position ici, le centre, je vais l'appeler xi parce que c'est ma ième particule, et à l'instant t, elle est au point xi de t. Maintenant, comment va varier ce xi de t? Donc ça, c'est le petit incrément qui va faire varier la position. Déjà, on va mettre un petit morceau de mouvement brownien, c'est-à-dire une petite fluctuation aléatoire. Ma particule, elle va avoir tendance à se déplacer comme ça, en vibrant. Et ça, c'est notre DWI. Ça évite au processus de se coincer dans des minimums locaux. Ça permet d'atteindre un minimum global. Donc, l'importance du brownien, de cette petite fluctuation. Bien sûr, il faut aussi encoder dans l'équation l'attraction entre particules. C'est-à-dire le fait que si j'ai ma particule xi qui est là, puis qu'il y a une autre particule ici, à la position
XJ de T, parce que c'est ma JM particule, eh bien, elles vont s'attirer l'une l'autre. Et donc, la résultante sur XI sera que son déplacement est dans la direction du vecteur, bon, XJ moins XI, mais du coup, je vais mettre moins XI moins XJ. La position de ce vecteur à l'instant t, il faut que je tienne compte de l'influence de toutes les autres particules, toutes celles qui ne sont pas i. Donc je somme de j égale 1 jusqu'au nombre total de particules que je peux appeler n. Et si je veux pouvoir jouer sur la force de cette attraction, il me faut un coefficient, mon coefficient d'attraction a ici, qui est strictement positif. Et ça va s'appliquer à ma particule pendant une durée dt. Bien sûr, on va tout réintégrer après, réintégrer sur ces incréments. Si on ne met que ça dans l'équation, les particules vont s'effondrer les unes vers les autres jusqu'à occuper toute la même position au centre de gravité. Et ça, évidemment, ça ne respecte pas la condition que ce sont des sphères dures. Donc il faut mettre ce que nous probabilistes on appelle un terme de réflexion qui va faire que si jamais ma particule xi touche une autre particule, ici je peux l'appeler, je ne sais pas, xk, eh bien dans ce cas, il va y avoir rebond. Si elle se repousse, ça veut dire que ma particule xi va recevoir un incrément dans la direction xi moins xk ici. En fait, je vais devoir sommer sur tout le monde. Donc, je ressomme de k égale 1 jusqu'à n, et je ne fais ça que si mes deux particules sont en contact. Donc je vais mettre ici ce qu'on appelle un terme de temps local, qui est un incrément en fait qui ne s'active que si les particules se touchent. Ce terme ne compte que si les particules se touchent. Voilà, ce terme enregistre les chocs et s'active chaque fois qu'il y a un choc pour empêcher ce qui se passerait sinon, c'est-à-dire une situation comme ça. Et ça, c'est pas permis. D'accord. L'intérêt d'une équation comme ça, c'est que les particules, puisqu'elles s'attirent, vont aller spontanément vers une position d'énergie minimale. Que la densité des configurations à l'équilibre, ça va être exponentielle moins l'énergie, donc la somme des carrés des distances entre les sphères. Tu gardes juste cette énergie, puisqu'on prend le grade log de la densité, et tu dérives pour avoir le gradient. Qu'est-ce qui reste? Je dérive la somme des carrés. Bon, il y a un coefficient 2 qui ne perturbe pas la minimisation. Et il reste la somme des xi moins xj. Donc, spontanément, cette équation va aller vers un équilibre qui charge les configurations d'énergie minimale. Et plus le coefficient d'attraction est élevé, plus on va être en chargeant, concentré en fait, chargeant de façon très concentrée les configurations d'énergie minimale. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette équation, on sait la simuler. J'ai des petits programmes qui font ça. Et comme on sait qu'elle va spontanément vers les configurations d'énergie minimale, nos simulations représenteront donc au bout d'un temps assez long, éventuellement très long, ce qu'on peut attendre comme configuration d'énergie minimale typique. Et ce qu'on voit pour le moment converge vers des choses qui ont l'air bien réticulaires, bien portées par le réseau triangulaire. Ça n'est pas une preuve que les configurations d'énergie minimale sont portées par le réseau triangulaire, c'est un indice très fort, mais ce n'est pas une preuve. D'accord.